Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire du GRI. Je m'appelle Rodney Lerbout, je suis conseiller pédagogique à l'Université du Québec en Outaouais et membre du GRIP, le groupe d'intervention et d'innovation pédagogique du réseau de l'Université du Québec. C'est moi qui animerai ce webinaire qui visera à vous proposer une réflexion structurée sur la conception pédagogique à partir du canevas de cohérence pédagogique, un outil visuel inspiré de l'alignement constructif. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le professeur Emmanuel Sylvestre. Je prends quelques minutes, si vous le permettez, pour vous le présenter. Monsieur Sylvestre est docteur en sciences de l'éducation, directeur du Centre de soutien à l'enseignement de l'UNIL depuis 2012 et professeur titulaire à la Faculté des sciences sociales et politiques depuis 2024. Il accompagne les enseignants et les enseignantes et les institutions dans leur transformation pédagogique. Ses recherches portent sur le design pédagogique, la pédagogie universelle, CUA, et l'évaluation des dispositifs. Il est rédacteur en chef de la revue GIREF et participe au réseau ADME Europe, AIPU et QPES, contribuant à la diffusion de pratiques réflexives et inclusives en enseignement supérieur. Monsieur Sylvestre, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avant de vous céder la parole, je souhaite simplement informer celles et ceux qui nous écoutent que ce webinaire est enregistré afin que nous puissions le rendre disponible aux personnes qui n'auraient pas pu être présentes, qui ne peuvent pas être présentes aujourd'hui. Si vous ne souhaitez pas apparaître simplement, s'il vous plaît, gardez votre caméra fermée. Pour poser des questions, les participants et participants sont invités à utiliser le module Q et R. C'est pour les questions. Si vous voulez faire des commentaires et faire des remerciements tout au long de la présentation, utilisez le clavardage, tout simplement. D'accord? Le Q et R, on va réserver pour les questions. OK? Ça va nous aider. Monsieur Sylvestre va pouvoir répondre à vos questions vers la fin du webinaire. Si vous préférez poser votre question ou vos questions de vive voix, simplement cliquez sur l'icône de main, la petite main virtuelle, et nous vous céderons la parole lors de la période de questions. Je pense que c'est très clair. Alors, merci, Monsieur Sylvestre. À vous la parole et bon webinaire. Merci beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation à communiquer avec vous sur le design pédagogique, sur cette conception pédagogique durant cette heure et demie qu'on va avoir ensemble. Alors, je vais juste partager mes diapositives et je commence tout de suite. Est-ce que c'est bien OK pour tout le monde? C'est OK. Merci beaucoup donc, pour cette invitation. L'idée de cette discussion, c'est de vous présenter une démarche qu'on a mis au point avec plusieurs collègues qui vise à réfléchir sur son enseignement à partir d'un outil visuel, comme l'a mentionné Rodney. Euh, Ma présentation s'organisera en quatre parties. Je vais vous donner un peu des éléments de contexte, comment on est arrivé à proposer cet outil de conceptualisation de son enseignement. Je vous présenterai quelques éléments de design pédagogique, et notamment cette question de conception pédagogique. On illustrera ça avec deux situations d'enseignement pour discuter un petit peu sur comment on peut appliquer concrètement ces éléments dans son enseignement et la réflexion que ça peut occasionner, et quelques éléments conclusifs à la fin de cette séance, si cela va bien pour tout le monde. En introduction, juste dire que c'est un travail collaboratif. Donc, je présente aujourd'hui avec vous ce travail, mais c'est un travail qu'on a réalisé à quatre mains, à huit mains même, euh, avec mes collègues Jacques Lanares, qui est ancien vice-recteur de l'Université de Lausanne, professeur en neurosciences, avec mon collègue Marc Laperuzza,
qui est professeur, maître d'enseignement et de recherche à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui travaillait aussi à l'Université de Lausanne il y a quelques années en tant que chargé d'enseignement, et c'est là où je l'ai rencontré dans une faculté des HEC. Et puis mon collègue Julien Bader, qui est notre graphiste et qui a travaillé en fait sur l'accompagnement de notre ouvrage que vous voyez derrière moi. L'idée derrière tout ça, c'est lorsqu'on doit concevoir un nouvel enseignement ou renouveler un enseignement existant, comment on peut s'y prendre? Le travail qu'on a essayé de mettre en place dans le cadre de cet ouvrage, c'était justement d'apporter une approche qui nous permette de poser des idées sur le papier et puis de pouvoir bouger un petit peu ces idées pour pouvoir avoir un retour sur est-ce que ça fonctionne bien et de tester un peu cette cohérence. L'inspiration de ce travail, c'est l'alignement constructif ou cohérence pédagogique, comme nous on l'a nommé. On trouve d'autres termes aussi. J'ai vu qu'on avait aussi des collègues qui venaient de Belgique qui utilisent le terme de triple concordance pour illustrer en fait ce principe de interrelation entre des objectifs d'apprentissage, ce que les étudiantes et étudiants doivent montrer comme acquis d'apprentissage à la fin d'une période d'enseignement et d'apprentissage, les activités d'apprentissage qu'on va leur proposer pour permettre d'atteindre ces objectifs, ainsi que les modalités d'évaluation qui vont permettre de vérifier que les objectifs ont bien été atteints. Ça, c'est une première source d'inspiration et je reviendrai tout à l'heure sur ce point. L'autre source d'inspiration, et elle nous vient de notre collègue Marc Laperuzza, ça vient du milieu plutôt de l'entreprise management. On a deux collègues de l'Université de Lausanne qui ont travaillé sur le Business Model Canvas, que vous connaissez peut-être. Donc, c'est sous l'impulsion d'Yves Pigneur et que ce travail a été mis en place. Et l'idée, c'était de faire passer des concepts de business model à des étudiants, à des entreprises, et de pouvoir les appliquer concrètement à une situation. Et puis, ils ont eu cette idée de représenter visuellement ces informations théoriques. Et notre collègue Marc Laperuzza nous a dit, mais pourquoi on n'utiliserait pas ce même principe pour illustrer et rendre, comme il a appelé, actionnable cet alignement constructif et donc cette cohérence pédagogique. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans le cadre de notre ouvrage. Alors, cet alignement constructif, on reprend une des citations de Biggs, c'est cette cohérence entre les objectifs d'apprentissage, les activités pédagogiques et les modalités d'évaluation choisies. Dans notre travail, on allait un peu plus loin, on a repris les sources de cette cohérence pédagogique. On allait revoir les travaux de Tyler dans les années, juste avant les années 1950, qui expliquaient aussi que oui, il y avait ces trois éléments, mais il y avait également d'autres éléments à prendre en compte, comme des éléments contextuels, et je reviendrai aussi tout à l'heure sur ces éléments, et puis d'autres éléments qui sont plutôt liés au contenu qui doit être présenté à nos étudiantes et nos étudiants. Alors, qu'est-ce que c'est que le design pédagogique? Comment nous, on a interprété ces choses-là? Une première définition, c'est une démarche qui vise à élaborer une formation. Donc, par formation, on entend, alors je ne sais pas, Marie-Ève, tu as une Emmanuel, question? excusez-moi de vous interrompre, mais Oui. on en est toujours à votre page titre de votre Ah, présentation. Je ne sais pas si c'est normal ou si... alors c'est pas tout à fait normal, mais je vois que mon partage est en pause. Alors, c'est un peu embêtant. D'accord. Comment je peux faire ça? Peut-être Euh, arrêter le partage et le reprendre pour voir si on avance, on peut l'avancer. donc là, vous voyez quelque chose. Oui, Et si je c'est juste passe qu'on en n'est pas en mode lecture, présentation, là. et OK. là, vous voyez, est-ce que c'est... Alors, c'est bizarre, c'est quand je partage, ça coupe en fait. Alors, je vais faire autrement. Je vais le présenter comme ça. Si c'est pas gênant pour vous, comme ça, je peux naviguer aussi. Est-ce que vous y Ben voyez oui, bien? ça va, c'est tout à fait convenable. Alors, c'est ça, cet outil visuel que je vous présentais tout à l'heure, ce Business Model Canvas, qui est présent ici. Désolé pour ça, j'avais pas vu que le partage était en pause. Donc, c'était ce modèle, cet outil qui était utilisé pour présenter un modèle d'affaires, comme on dit.
Et donc, le design pédagogique, si j'en reviens à ce niveau-là, c'est une démarche qui vise à élaborer une formation. Par formation, on entend une séquence d'enseignement, un enseignement dans sa durée sur un semestre, sur une année, voire un programme, un cursus sur une année complète, donc un ensemble d'enseignements sur une année complète. Ici, l'idée, c'est qu'on a articulé trois phases complémentaires. Une première phase qui vise à clarifier la vision qu'on peut avoir de notre enseignement, mes représentations sur l'enseignement, et mon approche, donc ce qu'on peut appeler aussi la philosophie d'enseignement. Une deuxième phase qui est la conception de l'enseignement qu'on va voir et qu'on va travailler aujourd'hui. Et une dernière phase plus de conception d'évolution de l'enseignement. De dire quels sont les éléments que j'ai pu recueillir tout au long du semestre, par exemple, et qui vont m'aider à améliorer l'enseignement que j'ai proposé. Les trois questions, donc c'est qu'est-ce que je veux designer, si je reprends ce terme, et pourquoi, donc cette philosophie d'enseignement. Je reprends ces termes de design parce que on revient sur des aspects de représentation visuelle, en fait, dans notre travail, et c'est assez important d'utiliser ce terme-là, on a beaucoup échangé là-dessus. Je sais qu'avec les collègues québécois, des fois, l'emploi de termes anglo-saxons est un peu particulier, mais on a pas mal réfléchi là-dessus et on a quand même préféré garder ce terme qui voulait dire vraiment ce qu'on pensait de ce travail. La deuxième question, c'est comment je vais le designer. Et puis là, c'est les principes d'alignement constructif qui vont nous aider à faire cette réflexion. Et puis, comment je vais faire évoluer ce design, ça sera un travail avec la pratique réflexive. Et donc, dans l'ouvrage design pédagogique, on a ces trois phases qui sont illustrées avec les petites représentations graphiques qui sont ici. Et donc, comme je l'ai mentionné, nous, on va travailler sur la partie centrale, cette partie conception aujourd'hui. Alors, le canevas de cohérence pédagogique, il va nous servir à plusieurs choses. Il va nous servir à concevoir un enseignement de manière structurée et systémique. L'idée, c'est de pouvoir poser les différents éléments, les différentes briques qui constituent, selon nous, un enseignement et qui permettent de créer un enseignement cohérent. Le deuxième point, ça va être de visualiser et de maintenir l'alignement entre les différents éléments d'un enseignement. Donc, cette illustration graphique que je mentionnais tout à l'heure, et d'intégrer des modifications requises par un contexte en évolution. Et puis là, on verra avec les situations que je vais vous présenter, les influences que le contexte peut avoir sur l'enseignement. Alors, si je viens à notre canevas de cohérence pédagogique, alors théoriquement, il aurait dû y avoir une animation et tout n'apparaîtrait pas en même temps, mais on a tout le texte qui est ici, c'est pas grave. Donc, notre canevas, il s'organise avec ces différents blocs. Un premier bloc qui est le contexte. C'est le contexte d'enseignement. Dans quel contexte s'inscrit mon enseignement? Quelles sont les contraintes que je devrais prendre en compte pour faire mes choix pédagogiques, par exemple? Dans ce contexte, on a identifié 4 éléments clés. Le premier élément, c'est notre population étudiante. Est-ce que j'ai des informations sur le nombre d'étudiantes et d'étudiants que je vais avoir dans le cadre de mon cours? Je prends l'exemple, moi je donne un cours d'introduction en sciences de l'éducation à une deuxième année universitaire. Mon cours commence mardi prochain. À l'heure actuelle, je ne sais pas combien je vais avoir d'étudiants ou d'étudiantes dans mon cours. Je vais le découvrir le jour J lorsque je vais rentrer dans ma salle de classe. Donc ça, c'est un élément de mon contexte. Je sais que j'ai une incertitude sur le nombre d'étudiants que je vais avoir. Ça fait partie du fonctionnement un peu de notre université. Mais voilà, ça, c'est des choses auxquelles je dois prendre en compte. L'autre point, ça va être, d'autres questions que je peux me poser sur mes étudiants, c'est est-ce qu'ils ont déjà des éléments de connaissance sur le sujet? Donc ça peut m'aider à construire aussi mon enseignement. Voilà pour la population étudiante, on reviendra aussi sur ces éléments après. Le deuxième élément de contexte, ça va être le programme ou le cursus. Les règlements qui sont associés à tout ça. Désolé, je vais juste fermer ma caméra 2 secondes. Je continue de parler. Donc, dans ces éléments de contexte, pour tout ce qui est programme, on va garder également le nombre. Vous avez des crédits aussi, il me semble, au Québec.
qui constitue la charge de travail ou la charge qui est d'engagement des étudiantes et des étudiants, ça va être une donnée essentielle aussi qui va nous permettre de construire notre enseignement. Donc ça, c'est une donnée à prendre en compte. Ça va être aussi la place de cet enseignement dans le programme. Est-ce qu'il arrive au premier semestre, au deuxième semestre, troisième, quatrième, etc. Ce qui va avoir une incidence aussi peut-être sur le choix de mes objectifs d'apprentissage. On y reviendra aussi juste après. Dans mon programme, je vais avoir aussi des règlements, par exemple, sur les examens. Est-ce qu'il y a des informations que je dois prendre en compte pour ça? Ça va être aussi le nombre d'heures que j'ai à disposition pour travailler avec mes étudiants, soit en présentiel, soit à distance. Ça, c'est notre programme. Dans notre contexte, on va avoir également des ressources qu'on va pouvoir avoir à disposition. Ces ressources, ça va être ma salle d'enseignement. Est-ce que j'ai une salle de 120 personnes, de 50 personnes? Si je reprends mon exemple, je sais que j'ai une salle de 120 personnes. Donc, j'espère que je n'aurai pas plus de 120 étudiants inscrits mardi prochain. Mais voilà, je sais que je peux accueillir jusqu'à 120 personnes dans un format d'auditoire, ce qui me limite dans certaines activités pédagogiques. Je sais que je ne vais pas pouvoir demander à mes étudiantes et étudiants de se déplacer dans la salle. Ça va être trop complexe, par exemple. Les ressources, ça va être les ressources numériques aussi que j'ai à disposition dans mon établissement. Est-ce que j'ai, par exemple, un Moodle à disposition? Est-ce qu'il y a d'autres outils d'interactivité que je vais pouvoir mobiliser, par exemple des télévoteurs ou autres? Ça peut être des ressources financières aussi. Si je suis enseignant en sciences de l'environnement et que je dois, par exemple, amener mes étudiants sur le terrain, j'ai peut-être avoir besoin de budget pour financer un déplacement. Donc ça, c'est des choses qui vont m'être utiles aussi pour pouvoir prévoir mon enseignement. Et dans le contexte, j'ai aussi moi en tant qu'enseignante ou enseignant. Ça va être le temps que j'ai à disposition pour faire cet enseignement, pour le concevoir, pour le réaliser. Ça va être aussi, est-ce que je suis à l'aise avec certaines méthodologies, certains outils numériques? Et donc ça va aussi avoir une incidence sur les choix que je vais pouvoir faire pour mon enseignement. Donc tous ces éléments contextuels qu'on retrouve dans ce cadre ici font que ça va avoir une incidence sur à la fois mes objectifs d'apprentissage potentiellement, mais également sur ma stratégie d'enseignement, ma stratégie d'évaluation. Au centre de notre Canva, on a donc nos objectifs d'apprentissage. Donc, c'est les apprentissages que les étudiantes et étudiants devront acquérir à la fin de mon enseignement. Et lorsque nous, on discute, et dans l'expérience qu'on a depuis une quinzaine d'années avec notre population enseignante, lorsqu'on parle de l'enseignement, souvent, ils nous parlent de leur contenu. Et c'est un premier point d'entrée pour discuter avec eux de leur enseignement. Et ces contenus, en fait, ils ont une importance forte parce qu'ils viennent soutenir les objectifs d'apprentissage. Donc, on les fait apparaître aussi dans ce Canva. Tout à l'heure, quand on parlait de triple concordance, les éléments de contenu n'apparaissaient pas du tout, alors que là, on les a mis en avant. Ce qui nous permet de réfléchir aussi avec les collègues enseignantes et enseignants sur les éléments de savoir que les étudiants pourront mobiliser dans le cadre du cours, mais également des éléments de savoir-faire ou de savoir-être. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant de dire, est-ce que mon enseignement s'appuie uniquement sur des éléments de savoir ou est-ce que je vais demander à mes étudiants aussi de mobiliser des éléments de savoir-faire ou de savoir-être? Maintenant, pour permettre à mes étudiantes et étudiants d'atteindre ces objectifs d'apprentissage, je dois mettre en place une stratégie d'enseignement. Donc, c'est des activités pédagogiques que je vais proposer à mes étudiantes et mes étudiants pour leur permettre d'atteindre ces objectifs. Par exemple, si je demande à mes étudiants qu'à la fin de mon enseignement, ils soient capables d'argumenter à l'oral dans une situation professionnelle déterminée, mais que dans ma stratégie d'enseignement, je ne leur laisse pas l'opportunité de prendre la parole et de recevoir une rétroaction sur cette prise de parole, sur ce qui a bien fonctionné dans cette prise de parole, dans cette argumentation, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, ben, je ne vais pas les préparer à atteindre cet objectif. Je pourrais, par exemple, moi, présenter des éléments de contenu durant le cours. Il pourrait y avoir une personne qui communique, qui est capable d'argumenter à l'oral. Donc, on pourrait suspecter qu'avec une forme d'imitation, il pourrait développer ses compétences. Mais là, ça reste assez éloigné d'une activité qui va vraiment les guider vers ces objectifs.
Donc, cette stratégie d'enseignement, c'est à la fois les éléments que je vais mettre en place dans mon enseignement lorsque je vais être face à elle et eux, donc que ça soit dans une salle de classe ou à distance lors d'un enseignement à distance, mais également les activités que je vais leur proposer de réaliser en dehors de la salle de classe, par exemple. Et la stratégie d'évaluation, ça va être les éléments qui vont me permettre de vérifier que les étudiantes et étudiants ont bien atteint les objectifs d'apprentissage qui étaient visés. Si je reprends mon exemple d'argumentation à l'oral et que je leur demande de réaliser une dissertation qui me présente comment argumenter à l'oral, ben, je crois que je ne vais pas être capable de vraiment affirmer que mes étudiantes et étudiants soient capables d'argumenter à l'oral. Pour ça, il faudrait que ça soit plus de mettre en place un examen de type oral et de pouvoir donner du feedback à mes étudiantes et étudiants. Est-ce que ça joue là-dessus? OK. Alors, si j'avance un petit peu, comme je le disais tout à l'heure, l'idée de la réflexion qu'on a eue avec cette cohérence pédagogique, c'était d'en faire un outil. Et donc cet outil, on l'a formalisé sous la forme de ce canevas de cohérence pédagogique qui comprend les éléments de contexte. On a vu, hein, on reprend les éléments étudiants, cursus, ressources, enseignants, les différents blocs. Et l'idée, c'est qu'après, on peut utiliser cet outil en collant des petits post-it dessus, en mettant nos éléments de réflexion sur ce document. Ce canevas, il comporte deux faces. Donc sur le recto, il y a les grands blocs qui sont proposés. Et au verso, on a un canevas avec quelques questions qui sont rajoutées ou des guides pour aider à penser. Ça veut pas, on ne veut pas être dans le normatif. C'est des exemples de questions qui sont posées ici. Il peut y en avoir plein d'autres. Ça va dépendre aussi du contexte d'enseignement. Mais là, par exemple, pour les étudiants et étudiantes, on a mis le nombre, on a mis la diversité du groupe, on a mis les acquis de formation. Pour les cursus, on a mis le format d'enseignement, le nombre de crédits, l'articulation avec d'autres enseignements, etc. On a mis aussi un petit guide pour formuler les objectifs d'apprentissage, des pistes pour les stratégies d'enseignement et des pistes pour la stratégie d'évaluation. L'idée, c'est que lorsqu'on commence à réfléchir à notre enseignement, on commence à avoir des idées sur les éléments de contenu qu'on voudrait mobiliser dans le cadre du cours. On a déjà des idées sur plus ou moins les objectifs qu'on aimerait leur permettre d'atteindre à la fin de ce cours. Tout ça, quand on pense à notre enseignement, on l'a en mémoire et puis ça devient assez complexe en fait à organiser. Et c'est ce qu'on a essayé de visualiser avec cet élément. C'est peut-être un peu tout en vrac, on va dire. L'objectif du canevas, c'est de pouvoir les mettre au bon endroit, d'arriver à poser ces différents éléments, de vérifier qu'il n'y a pas des trous aussi, qu'on a bien pensé à la stratégie d'enseignement, qu'on a bien pensé à la stratégie d'évaluation, et puis de vérifier que les éléments qu'on a posés dans le document sont bien interconnectés. Et que si j'ai choisi un objectif d'apprentissage, il y a bien une stratégie d'enseignement qui va aider mes étudiantes et étudiants à atteindre cet objectif d'apprentissage, et j'aurai bien une stratégie d'évaluation qui va permettre d'évaluer que les étudiants et étudiantes ont bien atteint cet objectif. Et que ce tout soit cohérent avec les éléments de contenu que je leur ai proposés, mais également que ça fasse sens par rapport à mon contexte d'enseignement aussi. Si, par exemple, une question que je me suis posée par rapport à mon enseignement, dans mon enseignement, la modalité d'examen, c'est un dossier à rendre. Donc, ils doivent rendre un dossier. Ne sachant pas combien d'étudiantes et d'étudiants je vais avoir, je peux me retrouver avec 15 étudiants, voire 150. 150 dossiers à corriger, ça risque pour moi de me mettre aussi en défaut. Et donc, est-ce que je serais capable de donner du feedback à 150 personnes, une rétroaction à 150 personnes dans le cadre de cet enseignement? Donc, ça m'a fait réfléchir sur quel choix je devrais faire par rapport à ça. Un petit exemple, on avait réalisé un petit atelier pour présenter le canevas de cohérence pédagogique. Donc là, on l'avait adapté parce que c'était dans le cadre d'un atelier, donc ce n'était pas des étudiantes ou des étudiants, c'était des participants ou participantes dans le cadre d'une formation. On avait 14 personnes inscrites avec une hétérogénéité d'expérience. Ça s'inscrivait dans une formation de type formation continue et c'était un atelier de 90 minutes.
En ressources, j'avais le canevas de cohérence pédagogique en impression, en papier que je pouvais distribuer aux participantes et participants. Et j'avais 3 heures pour préparer cet atelier. Dans le cadre de cet atelier, j'avais 2 objectifs d'apprentissage. Permettre aux participants de décrire les éléments et la mécanique du canevas de cohérence pédagogique et d'appliquer la démarche de design pédagogique à des situations d'enseignement. On avait des éléments de contenu qui permettaient d'appuyer ces 2 objectifs. Donc j'ai mis une couleur par objectif. Donc pour le post-it bleu qui est ici, les principes de l'alignement constructif viennent alimenter ça. Les mini-exposés et questions-réponses viennent préparer l'atteinte de cet objectif. Et il y avait une minute de réflexion qui était proposée aux participants pour vérifier ils avaient bien perçu en fait les différents éléments de cette mécanique. Et pour le deuxième objectif, j'avais la démarche du design pédagogique comme élément de contenu. Il y avait un exercice, des analyses de cas, donc des situations euh, qu'ils devaient analyser et discuter, un exercice d'application sur leur propre projet d'enseignement, et puis une discussion sur l'analyse de cas pour euh, vérifier qu'ils étaient bien en mesure d'appliquer cette démarche et de pouvoir, de mon côté, donner une régulation, donner une rétroaction aux personnes. Est-ce que ça vous va par rapport à la logique de présentation? Très bien. Alors, j'en arrive à des analyses de 2 situations d'enseignement. Donc, le travail qu'on a mis en place, on a essayé de l'illustrer avec une situation. Alors, désolé, parce que là, du coup, tout apparaît en même temps. C'est une situation d'un enseignement de mon collègue Marc Laperuzza, un enseignement qui est donné à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui est indiqué ici. Donc, c'était sur un enseignement où les étudiants et étudiantes allaient réaliser un prototype. Euh, donc, ils travaillaient. euh, donc, il y avait une soixantaine d'étudiants qui faisaient partie de cet enseignement. Des étudiants qui étaient en micro-ingénierie. En première année de master, il y avait 10 crédits. Alors chez nous, c'est des crédits européens qui correspondent à peu près à 10 crédits. On est à entre 250 et 300 heures de travail étudiant. Il y avait 5 heures de cours par semaine et 5 heures de projet. Donc c'était quand même un cours assez costaud. Il y avait une salle de classe modulable. Les étudiants avaient accès aussi à un Fab Lab pour pouvoir réaliser leurs prototypes. Et il y avait un forum en ligne qui était proposé. Il y avait également 2 professeurs et 6 à 8 assistants et assistantes pour accompagner les travaux de groupe. Il y avait 3 objectifs dans le cadre de ce cours. Un objectif, concevoir un produit, planifier et réaliser un développement d'un prototype et communiquer de manière efficace avec des stratégies d'enseignement de type exposé pour présenter des éléments de contenu, de l'atelier. Et puis, finalement, pour communiquer de manière efficace, ils n'avaient pas planifié quelque chose en fait. Ils avaient mis ça comme objectif. C'était évalué avec une présentation orale, mais il manquait quelque chose. Donc, ça a été mis en avant avec ces 3 petits points d'interrogation ici. Donc, finalement, ils n'avaient pas pensé à préparer les étudiantes et étudiants sur ces éléments. Ça, c'est des éléments qu'on pourra discuter aussi tout à l'heure dans la phase de discussion. Il y avait un rapport qui devait être rendu par les étudiants qui présentait à la fois les étapes de la conception du produit et puis qui présentait les étapes de planification, développement du prototype. Et puis, il y avait le prototype final aussi qui était un élément d'évaluation. Ça, c'est un cours qui avait lieu en 2018 et qui était répété chaque année. Et puis, vous l'avez déjà vu apparaître, il y a eu un petit élément qui est arrivé en 2020, la période de Covid-19, où on s'est retrouvé à ne plus pouvoir accéder à nos salles de classe. Et donc là, mon collègue devait donner cet enseignement, mais ne pouvait plus avoir accès à cette salle de classe modulable, ni accès à ce Fab Lab. Et donc, la question, là, tout apparaît aussi, ça a été de se dire quels sont les changements que je vais pouvoir opérer. Situation initiale. Et puis là, vous allez voir en rouge apparaître les éléments qui ont été opérés. L'ex qui ont été enregistrés et mis à disposition des étudiants et étudiantes. On avait
l'exposé et les ateliers, l'exposé ici était remplacé par aussi des podcasts Zoom. Et puis, il a été demandé aux étudiantes et étudiants de réaliser leur prototypage, mais à domicile, avec ce qu'ils trouvaient comme, comme ressources chez eux, en fait. Et donc, ils pouvaient travailler avec du papier, avec du carton, avec des éléments plastiques. Ils devaient faire preuve de créativité aussi pour pouvoir réaliser leur prototype. Euh, pour communiquer de manière efficace, en fait, comme il n'y avait rien auparavant, ils ont rajouté, ben, finalement, ça serait bien de leur proposer des éléments de contenu sur la scénarisation vidéo parce qu'on allait leur demander de faire des productions de vidéos pour présenter leur projet. On avait avant des présentations orales physiques et là, ce qui a été demandé, c'était de faire des présentations vidéo qui étaient déposées sur Moodle. Donc, on n'avait plus de Fab Lab, on avait Zoom à la place d'une salle de classe et puis il y avait un forum en ligne toujours pour pouvoir poser les questions. Ça va par rapport à cette situation? Ok. Je regarde Rodney, il me reste 10 minutes, c'est ça? C'est parfait. C'est ça, hein? Il vous reste un petit peu plus. Ok. 13 minutes. Alors, je suis tout à fait dans le temps. Un deuxième exemple. C'est un exemple qu'on a utilisé dans l'ouvrage Design pédagogique, un exemple de méthodologie de la recherche. Euh, dans cet exemple-là, on a 25 étudiants. C'est une nouvelle matière pour les étudiants. C'est un cours de master, un cours obligatoire, 3 crédits, 2 heures de cours en présence, 1 heure de travaux pratiques, une salle de séminaire pour 25 étudiants, ça me paraît cohérent. J'ai aussi c'est un assistant doctorant qui anime le cours et qui est moyennement à l'aise avec les outils numériques. Et puis là, on voit les différents objectifs qui sont présentés ici, décrire un cycle de recherche dans le cadre d'un projet, distinguer les méthodes de recherche, appliquer les normes de travail, les normes éthiques à son travail, etc. On voit qu'on a des éléments pour visualiser cette cohérence qui apparaissent en bleu, par exemple, ici, cycle les plans de recherche, un exposé de cathédra pour permettre aux étudiants d'écrire un cycle de recherche. Et puis, dans le plan de recherche, on va voir s'ils ont bien réussi à mettre en œuvre tout ça. Admettons que dans cette situation, il y a un petit changement au niveau du programme et on nous dise, ben, là, maintenant, il n'y a plus 25 étudiants, mais il va y avoir 80 étudiants en face de vous. Et ça, c'est des changements qui peuvent arriver, de se dire, ben là, d'une année sur l'autre, il peut y avoir des évolutions dans le programme. J'ai toujours mon enseignement qui est présent. Qu'est-ce que je dois modifier pour ça? Et donc là, je vais commencer à réfléchir sur est-ce que par rapport à ce que j'ai proposé, je vais pouvoir être en mesure de donner des rétroactions sur les exercices que je propose à mes étudiants, qui étaient des exercices plutôt individuels. J'avais un travail individuel sur l'analyse des méthodologies avec 80 étudiants si je suis tout seul. Est-ce que je vais être en mesure aussi de donner des rétroactions, ce qui risque d'être un peu compliqué? Euh, Présentation du plan de recherche en public. Avec 25, je pouvais le faire. Avec 80 étudiants, ça risque d'être complexe. Donc, en fait, cette réflexion de cohérence pédagogique, avec un élément de contexte qui est modifié, vient me poser en fait pas mal de questions sur mon modèle. Et donc là, je pourrais proposer, par exemple, d'avoir un travail plutôt en binôme sur l'analyse de méthodologie. Les discussions, plutôt que de les faire qu'on avait tout à l'heure des discussions entre pairs, on pourrait leur proposer de faire une discussion en groupe de 4. La stratégie d'évaluation, de proposer plutôt de faire des groupes de 4 aussi. Se pose la question de la salle de séminaire, est-ce qu'elle sera suffisante pour accueillir les 80 étudiants? Maintenant, je fais travailler les étudiants par équipe. Est-ce que je ne pourrais pas de leur fournir une ressource qui pourrait leur permettre de collaborer et de travailler en équipe? J'ai pas parce que là, il me manque peut-être quelque chose. Et puis, potentiellement, si je les fais travailler par groupe de 4, je vais peut-être avoir une modification dans des objectifs. Avant, je n'avais pas d'objectif sur la collaboration. Je pourrais peut-être ajouter un objectif de collaboration à la production d'un travail de recherche, par exemple. Et donc, cet élément de guide de travail pourrait fournir des éléments pour soutenir cet objectif d'apprentissage. C'est peut-être pas moi qui vais apporter ces éléments de contenu dans le cadre de mon cours,
Mais par exemple, nous, dans notre université, on a ce petit guide qui existe et qui peut être distribué aux étudiants et étudiantes qui vont les guider en fait dans leur réflexion. Ça va là-dessus? Euh, un autre élément. Donc là, c'était deux situations. Parfois, il arrive que on a mis en place des activités d'enseignement, mais qui ne sont pas suffisantes pour permettre aux étudiants d'atteindre le niveau d'objectif visé. Là, typiquement, sur euh, appliquer les normes éthiques à son propre travail, si j'ai juste une discussion en groupe de quatre, est-ce que cette discussion va être suffisante pour leur permettre de développer cet objectif-là? Et donc pour ça, on a développé un autre outil dans notre ouvrage design pédagogique qui est le modèle FAIR. Alors désolé, c'est aussi un anglicisme, on utilise le terme de feedback qui est plus utilisé chez nous. Euh, Quand je mets en place une activité, que je propose une activité d'apprentissage à mes étudiants, est-ce que mon activité leur permet d'obtenir du feedback, une rétroaction? Et on peut avoir différents niveaux de rétroaction. Avec le niveau 1, je ne vais pas avoir de rétroaction. Niveau 2, je vais avoir une rétroaction, ce qu'on appelait monosource, donc soit venant de moi en tant qu'enseignante ou enseignant, soit d'un père étudiant, soit un feedback automatique, par exemple, avec une réponse via Moodle, par exemple. Et un niveau 3, ça serait de multiplier les sources de feedback. Par rapport à l'application, l'activité, est-ce qu'elle permet d'appliquer les éléments de contenu vu en cours à une seule situation très spécifique ou à plusieurs situations différentes, donc d'appliquer dans des contextes différents? L'interaction, est-ce qu'il va y avoir des interactions uniquement entre étudiants ou est-ce qu'il va y avoir des interactions avec l'enseignant et mixer des phases d'interaction entre étudiants, avec l'enseignant, en plénière, etc. Et puis la réflexivité, ça va être qu'est-ce que je vais fournir à mes étudiants pour qu'ils puissent se poser des questions sur les activités d'apprentissage que je leur ai proposées. Et donc pour essayer de réfléchir à cette activité, qu'est-ce qu'elle m'a permis de comprendre et d'avancer. Et là, c'est pareil, est-ce que j'ai proposé un outil ou une variété d'outils? L'idée, c'est qu'au plus je vais augmenter la surface dans ce modèle, au plus je vais guider vers des apprentissages en profondeur chez mes étudiants. Et donc, viser l'atteinte d'objectifs d'apprentissage plus complexes comme appliquer, analyser, etc. On a une petite grille d'analyse qui est proposée dans notre ouvrage, mais juste pour l'illustrer, si je fais juste un exposé ex cathedra ou un exposé magistral, si c'est moi qui parle, ben, je ne leur donne pas l'opportunité de recevoir du feedback, je ne leur donne pas l'opportunité d'appliquer les éléments de connaissance à une situation, et ils peuvent le faire par eux-mêmes, mais moi, je ne vais pas les orienter vers ça, en fait. Il n'y a pas d'interaction possible, et puis je ne les ai pas invités à se poser des questions sur ces éléments de contenu. Maintenant, si je rajoute une discussion entre pairs, ben là, ils commencent déjà à avoir un retour de quelqu'un sur ce qu'ils ont compris ou pas compris de la situation. Donc, on est en train de lancer un peu le conflit socio-cognitif. Et il y a une première phase d'interaction entre les étudiantes et étudiants. Et puis, je peux aller encore un peu plus loin. Si je leur propose, par exemple, un pensée comparée partagée ou un de tous, où ils réfléchissent à une question que j'ai posée, ils comparent avec un collègue et puis ils partagent en plénière. Là, on augmente aussi le feedback parce que je vais pouvoir leur donner un feedback en plénière. Euh, dans cette situation, je leur propose plusieurs moyens d'appliquer les résultats de la discussion à la résolution d'un cas. Donc, ça va aussi leur permettre d'augmenter sur les éléments d'application et de réflexivité. Et puis, je pourrais aller encore plus loin dans la proposition de réalisation d'un projet, de faire une revue de littérature, un échange entre pairs et les enseignants et enseignantes, de réaliser un journée de bord pour travailler sur la réflexivité, et puis d'avoir une analyse réflexive des apprentissages réalisés. Alors, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois dans les enseignements, il faut toujours maximiser cette zone, mais c'est ce que questionner lorsque on a certains objectifs d'apprentissage qui sont d'assez haut niveau cognitif, de voir qu'est-ce qu'on a mis en œuvre comme activité d'apprentissage et de vérifier que ça permet on les oriente bien en fait vers cette maximisation. Et inversement, si je suis sur des objectifs plutôt de bas niveau taxonomique, ça ne sert peut-être pas à grand-chose que je leur propose quelque chose d'aussi important. J'arrive
tout vite sur la conclusion, parce que sinon, j'ai dépassé mon temps. En guise de conclusion, donc, l'outil qu'on vous propose est vraiment un outil qui vise à vous guider dans vos apprentissages. Après, il faut le tester aussi, hein. Peut-être René pourra témoigner aussi, il a pu le tester euh, et l'appliquer dans une situation. L'idée, c'est d'y aller étape par étape, de pouvoir visualiser. Mais comme je le mentionnais, c'est vraiment pouvoir décharger sa mémoire et de visualiser les éléments qui sont proposés et de pouvoir aussi, si on l'utilise en formation, je sais qu'il y a aussi beaucoup de conseillères et conseillers pédagogiques ce soir dans cette session, de se dire, c'est des outils que je peux utiliser en formation pour que les enseignantes et enseignants puissent se questionner en fait et présenter leur projet d'enseignement et recevoir aussi des retours d'autres collègues en fait sur leur enseignement. Toutes les informations qui ont été présentées ici, vous pouvez les retrouver dans l'ouvrage Design pédagogique. C'est un ouvrage qui est en accès libre et gratuit. Donc, il est téléchargeable avec ce QR code. J'ai envoyé les diapos, donc j'imagine qu'elles seront après rendues accessibles aux personnes qui sont inscrites à cette session. On l'a en version française. Il est aussi, s'il y a des collègues plus anglophones, en version anglaise, avec les outils associés. Donc, on a le canevas de cohérence pédagogique en anglais également. Et j'arrive à la fin de cette session et je prends volontiers des questions pour les minutes qui nous restent. René, je te laisse animer la période de questions? Je vois qu'il y a des questions dans le module QR déjà. Donc, je te laisserai peut-être les lire pour que Monsieur Sylvestre puisse y répondre. Est-ce que ça te va? Bien sûr. Oui, merci beaucoup. Il y avait un petit bug. Alors, merci beaucoup, Monsieur Sylvestre, pour votre présentation. C'est maintenant le moment comme Maria vient de dire, c'est le moment de la période des questions. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite donc à inscrire vos questions dans le clavardage ou à lever la petite main virtuelle. Nous pourrons donc vous donner la parole pour poser votre question de vive voix si vous le souhaitez. Alors, j'ai déjà quelques questions pour vous, Monsieur Sylvestre. Oui. Euh, Bonjour. Est-il possible d'adopter ou d'appliquer la cohérence pédagogique à la planification d'une séquence pédagogique? Ou, je vous lance la question qui est attachée à ça, ou existe-t-il un autre schéma ou gabarit pour la séquence pédagogique? Alors, l'outil, comme je le mentionnais au départ, en fait, on peut vraiment l'utiliser pour une séquence pédagogique, voire un enseignement dans sa globalité. Donc, on va être sur un niveau un peu plus macro, on va dire, et même sur un cursus complet si on veut travailler avec plusieurs collègues et de réfléchir comment vont s'organiser nos enseignements. Donc, sur une séquence d'enseignement, c'est tout à fait adapté. Après, c'est clair que si vous voulez le faire alors chez nous, on a 14 semaines de cours. Si on doit faire un canevas pour les 14 semaines, ça peut être un travail assez lourd. Donc nous, ce qu'on fait, ce qu'on propose dans les formations, c'est travailler plutôt sur les 14 semaines de manière globale. Mais après, rien n'empêche de travailler pour une séquence. C'est c'est tout à fait adapté. Merci, merci beaucoup. Et d'ailleurs, ce qu'on peut faire, si on travaille sur une séquence, c'est que dans la partie, on a, on aurait l'objectif d'apprentissage pour la séquence de cours qui serait là. Et dans le programme, ou le cursus, dans notre élément de contexte, ça serait de rajouter les éléments des objectifs d'apprentissage de l'enseignement et de rajouter cet élément à cet endroit-là pour s'assurer qu'on a bien la cohérence entre l'objectif d'apprentissage de la séquence et les objectifs d'apprentissage au niveau de l'enseignement. Excellent. Merci beaucoup. Je vois la main de Isabelle Lapierre, mais attends, juste une petite seconde. Il y a une autre question dans le clavardage, dans le module QR. Je crois que l'outil fonctionne bien dans les facultés d'éducation. A-t-il été utilisé par des personnes enseignantes dans d'autres domaines? Si oui, qu'est-ce qu'elles en ont pensé? Alors ça tombe très bien parce que donc moi je donne un cours d'introduction aux sciences de l'éducation dans mon université, mais on n'a pas de département de sciences de l'éducation.
Donc, dans notre université, il n'y a pas de faculté d'éducation. Donc, toutes les formations qu'on donne, on donne l'ouvrage, il est sorti en 2023, mais il est issu d'une formation qu'on donne depuis 2006. Donc, il y a eu plusieurs itérations et à partir de, on va dire, 2018, on a commencé à avoir un premier prototype de Canva. Et les enseignants qui l'utilisent, c'est des enseignants qui viennent de droit, d'administration publique, de sciences criminelles, de biologie, de médecine, de sciences sociales, de lettres, de géosciences, de théologie, des sciences de religion. Donc, on a toute cette diversité, en fait, et d'ingénieurs aussi avec mon collègue Marc Laperuzza. Donc, on, on l'a utilisé, en fait, dans tous ces domaines et ça marche très bien. Donc, on a eu des retours très positifs et justement, on a utilisé aussi du vocabulaire. Et c'est ce qu'on a essayé de s'efforcer de faire dans l'ouvrage, d'utiliser un vocabulaire le moins jargonnant possible et donc d'essayer de faciliter en fait l'appropriation de cet outil pour des personnes justement qui ne sont pas issues des sciences de l'éducation, par exemple. Excellent. Merci. Merci beaucoup pour la réponse. Euh, OK, Isabelle Lapierre. Je vous laisse. Oui, bonjour. Ben, merci pour la présentation. Puis, j'ai peut-être manqué un petit bout parce que j'étais partie faire chauffer mon repas, mais là, je le vois bien, on l'applique nous en tant qu'enseignants à l'université et tout, mais puis là, j'écoutais vos études de cas, puis je me demande aussi, pour nos étudiants, futurs enseignants, c'est sûrement un Canva qu'on peut utiliser pour qu'eux, ils préparent leur séquence, leurs activités. J'utilisais déjà des outils semblables, mais je trouve que visuellement, il est super intéressant. Fait que pour les futurs enseignants, on pourrait aussi leur présenter ce Canva-là. C'est une question, Oui, commentaire. oui, ben ça pourrait être. Alors, on a eu moins de. On ne l'a pas utilisé encore dans ce contexte-là, mais ce que j'imagine, c'est qu'ils auront plus d'éléments qui seront moins à choix. Donc, il y aura peut-être plus d'éléments à poser, notamment sur les éléments de contenu. Et en général, on a un programme qui est plus strict, alors que au niveau universitaire, ben, les enseignants, c'est eux qui vont choisir le contenu. En général, il est issu la plupart du temps de leurs travaux de recherche, mais là, ça sera plus du contenu qui est déjà plus figé. Il y aura peut-être plus de contraintes aussi au niveau du contexte. Mais volontiers, s'il y a des expériences de test avec des étudiants, je suis preneur d'avoir un retour. Parfait. Puis surtout avec le petit losange fer. Fait que ça les oblige à pas seulement faire un exposé magistral et tout, là, puis je trouve que ça permet vraiment pour eux un outil de réflexion au niveau de leur stratégie d'enseignement. Fait que c'est pour ça, je vous écrirai si je l'essaye Mais avec eux. volontiers. Merci. Merci. Voilà. Je retourne dans le module QR. Et si s'il y a d'autres questions dans le clavardage, je vais surveiller ça. Marie-Ève, tu pourras me dire aussi, s'il te plaît. Le guide de travail en équipe est-il accessible librement? Avons-nous la possibilité d'y accéder? Oui, et puis je vais pouvoir le mettre même tout de suite dans le clavardage, comme ça, vous allez pouvoir accéder à cet outil. Hop, je récupère juste. En fait, on a un espace ressources. Alors, vous mettre déjà le lien vers notre espace ressources. Euh, Ici, je mets à tout le monde. Je pense que je peux envoyer à tout le monde. OK. Donc ça, c'est notre espace ressources. Donc, l'espace ressources de notre centre de soutien d'enseignement où il y a beaucoup de ressources en accès, toutes les ressources en accès libre. Et puis, le guide de travail en équipe, je vais vous mettre le lien directement. C'est bien. Et voilà, il est ici. Et merci. Donc, ça donne des outils en fait pour les étudiantes et étudiants pour se poser des questions sur leur travail en équipe et notamment les questionner aussi sur la répartition des rôles, sur les différentes phases aussi du travail en équipe. On sait qu'on a des phases qui sont un peu on a une phase qui est très positive au début et puis après, en termes de dynamique de groupe, ça redescend un petit peu. Et comment on arrive à sortir de cette phase où on est en bas. Donc, ça donne quelques pistes aussi à cet endroit-là.
Merci beaucoup. J'ai mon collègue Nicolas Lucas Rancourt qui dit que je l'ai présenté en classe de séminaire de stage en enseignement, particulièrement la section d'auto-évaluation. On l'a pratiqué aussi, ça a été bien reçu. Ok, excellent. Bon retour. Il y a quelqu'un qui veut rebondir ou bien qui veut ajouter quelque chose par rapport à la question, à l'intervention d'Isabelle. Je pense que l'outil présenté pourrait remplacer ce que l'on appelait auparavant le plan de leçon ou le gabarit dans le contexte scolaire, notamment lors de la formation des étudiants enseignants. Merci Alors, je pour... connais moins je connais moins ce type d'outils. Après, à voir si, pareil, étudiant ou étudiante, il y aura peut-être des choses à modifier au niveau du Canva pour que ça soit plus parlant aussi, de mettre plutôt élève que étudiant et étudiante. Mais il y aura peut-être des petites adaptations à faire comme ça. Mais, euh, mais voilà, s'il y a un projet, en tout cas, de le tester dans un contexte scolaire, on participe volontiers à la réflexion avec mon collègue Marc Laperuzza. Excellent. Je vois la main de Céline. Et juste une petite seconde, Céline, s'il te plaît. Est-ce que le Canva a déjà été utilisé pour des formations continues dispensées à des professionnels en dehors d'un contexte scolaire ou universitaire? Oui, alors on a une collègue justement qui travaille dans la formation professionnelle et qui l'utilise régulièrement. Alors pareil, elle a changé quelque chose, elle, elle a enlevé le terme d'étudiant pour mettre participant. Les objectifs, on est parti sur des objectifs plutôt de formation, mais qui restent des objectifs d'apprentissage de toute façon. Et comme c'était de la formation continue, professionnelle, mais non certifiante, euh, la stratégie d'évaluation, ça devient plutôt ce qu'on a appelé une stratégie de régulation. Donc, de garder en tête quels sont les éléments de régulation. Après, ben, ça marche avec stratégie d'évaluation parce que qui dit évaluation dit régulation. Et de toute façon, la régulation fait partie de l'évaluation. Mais pour elle, c'était plus parlant en fait d'utiliser ce terme de stratégie de régulation. Donc c'est pareil, hein, ce Canva, il existe. Il y a possibilité après de voir quels sont modifier les termes qui paraissent les plus pertinents. Maintenant, elle n'a pas fait plus de modifications que ça sur le Canva et ça fonctionnait assez bien. Et nous, on l'utilise aussi au niveau du centre de soutien à l'enseignement pour développer les formations que l'on donne à notre population enseignante. Donc, on est aussi on est sur la formation continue professionnelle aussi. Si, merci. Il y a un commentaire, un autre commentaire. Ce que j'apprécie je te reviens, Céline, juste une petite seconde, d'accord. Ce que j'apprécie dans ce schéma classiquement, systématiquement, entre parenthèses, utilisé dans l'accompagnement pédagogique, c'est la contrôlabilité au sens de VIO, laissée aux enseignants. Dans mes accompagnements, je réalise que j'ai plutôt tendance à vider la réflexion sur les objectifs slash compétences avant de faire réfléchir les enseignants sur les méthodes les plus appropriées pour les atteindre et à la manière dont ils vont vérifier et, entre parenthèses, permettre aux étudiants de savoir si les objectifs sont atteints et si les activités les y ont bien entraînés. J'aime bien l'idée que, entre parenthèses, je vais tester, de travailler de manière plus ponctuelle, plus légère, en partant d'un seul élément sur lequel cette concordance est dans un premier temps interrogée. Cela se présente moins comme un travail exigeant et lourd, entre parenthèses, ce que les enseignants ressentent parfois, qu'une somme de petits pas. Bonne idée. Excellent. Et puis, ben, justement, c'est un élément pour nous qui nous tenait à cœur aussi, c'est qu'il n'y a pas de point d'entrée, en fait, dans ce Canva. L'idée, on peut rentrer par n'importe quelle case qui est proposée. Si on veut commencer par poser les éléments de contexte, on pose les éléments de contexte. Si on veut travailler sur les objectifs d'apprentissage en premier, parce que c'est ce qui euh, c'est comme ça qu'on perçoit la conception d'un enseignement, ben, on peut rentrer par les objectifs d'apprentissage et puis construire l'enseignement par rapport à ça. Si on veut rentrer par le contenu parce que j'ai une idée de mon enseignement et puis j'ai déjà posé quelques éléments, ben, je rentre par le contenu et puis après, je continue le travail. L'idée, c'est qu'à la fin, le tout doit former quelque chose de cohérent. Donc, on peut vraiment rentrer par où on souhaite. Et l'idée, c'est que ça permet d'être un super outil de discussion
entre collègues enseignants lorsqu'on veut se donner un petit retour sur nos cours, ou entre conseillères, conseillers pédagogiques et enseignants, enseignantes, aussi pour guider la réflexion. Mais jamais pour imposer en fait un point d'entrée ou autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, Ça répond à une question à un point que Lamia a mis dans le module QR. Ça répond exactement. Moi, j'allais te répondre ça pour jusqu'à maintenant ce qu'on a essayé de faire. C'est les points d'entrée. C'est flexible. On a partagé ça avec les collègues, les profs, les enseignants ici, certains enseignants, certains profs. Ça a beaucoup aidé. C'est très convivial, c'est très flexible. Il n'y a pas une contrainte, il faut commencer par tel point, sinon ça ne marche pas. Euh, ça répond, Emmanuel vient de répondre à ce que moi j'allais te dire comme expérience qu'on fait jusqu'à présent, suite à son passage à l'UCO, bien sûr. On était très, très chanceux, très heureux. Céline. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais vu l'ouvrage passer quand il est sorti en 2023, mais il n'y a rien comme se le faire expliquer par quelqu'un pour vraiment en saisir la portée puis l'intérêt aussi. Donc, moi, un peu comme vous aussi, je travaille avec les enseignants de l'université, donc les professeurs, les chargés de cours. Donc, je vois ça comme un outil vraiment super intéressant, autant en accompagnement individuel qu'en accompagnement de groupe, là, avec, entre autres, les nouveaux professeurs. Puis, moi, j'adore aussi l'idée de travailler avec des post-it, là. Je suis un peu, j'oserais me mettre dans la catégorie old school, là. Je trouve ça vraiment le fun. Sauf que la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a plutôt des ateliers qui sont en comodalité, là. En tout cas, dans ma réalité à moi, là. Puis, je le dis pas avec regret, là. Ça me convient tout à fait. J'aime ça. Mais c'est juste que ça pose le défi de la distance. Puis là, en vous écoutant, c'est sûr que je me disais, j'ai une idée comment je pourrais faire, mais ma question que j'ai le goût de vous poser, c'est que est-ce que vous l'avez déjà utilisé dans un contexte à distance? Puis si oui, est-ce que vous avez utilisé des outils particuliers ou chacun imprimait son truc chez eux? Oui, ça a été utilisé à distance. Eh ben, c'est surtout mon collègue Marc qui a fait ce travail-là avec un outil Miro. Donc, il y OK, avait un board Miro qui avait été créé avec le canevas qui était posé et puis les gens pouvaient OK, mettre les post-it, échanger. Après, on n'a pas du tout la même dynamique aussi, hein. Donc, ouais, c'est vraiment à garder en tête aussi, c'est que ce qui fait la dynamique, notamment, bah, Rodney peut témoigner aussi parce que je crois qu'il y avait on a eu beaucoup d'échanges et puis les gens étaient assez contents de pouvoir échanger en présentiel en fait à un moment donné, même si je sais que aussi à l'UQO, les personnes ont plutôt des formations en comodalité ou complètement à distance. Les gens étaient quand même assez contents de pouvoir confronter un point de vue avec quelqu'un d'autre et pouvoir parler de l'enseignement là en plus c'était 2 jours de formation, donc ouais, ouais. d'avoir 2 jours des personnes captives, c'est pas évident. Euh, mais on a en tout cas, Marc, dans ce il a pu réaliser sur les formations avec cet outil, ça a été plus difficile de recréer en fait le travail de confrontation de points de vue, de discussion, d'échange autour de son outil. On peut le travailler tout seul, ça, on arrive à produire quelque chose, mais après, pour corriger aussi ou améliorer en fait son canevas, c'est un peu plus complexe. OK, je comprends. C'est C'est pas impossible, hein, mais moins naturel, là, probablement, moins fluide. Merci. Moi, j'avais pensé à Whiteboard pour l'utiliser, mais c'est le même et, principe que Miro. Au fond, on copie le oui. modèle, puis les gens posent C'est mettent ça. leur post-it. On peut même utiliser dans PowerPoint de mettre le modèle et puis après d'avoir des petits carrés qu'on dépose là-dessus et qu'on partage après dans des salles. Ben, bref, on peut Mm, imaginer plein de choses. excellent. Merci. Merci. Merci, Céline. Merci Emmanuel pour la réponse. Il y a une autre question. J'ai une autre question dans le clavardage. Vous avez parlé d'objectifs d'évaluation autour de la collaboration dans un de vos exemples d'utilisation du Canva. Est-ce que vous auriez quelques exemples de modalités d'évaluation que vous mobilisez plus spécifiquement pour évaluer la collaboration? Alors, c'est toujours la question qu'on peut se poser, c'est surévaluer la collaboration, ça va être déjà, il faut préparer les étudiants et étudiantes à collaborer. Donc, ça veut dire de les outiller et puis de voir
quelles sont les compétences qu'on souhaite développer en termes de collaboration, en termes de partage des responsabilités, en termes de gestion du temps, de respect des délais. Donc ça, c'est à définir en fait ce qu'on souhaite voir dans la collaboration. Et puis après, on peut développer une grille d'analyse pour ça, si on, sous forme d'observation, de travaux de groupe, de voir comment ça se passe, passer dans les différents groupes et les questionner par rapport à ça, ou d'observer juste s'il y a bien une circulation du leadership, par exemple, ou dans la rédaction de travaux, on peut aussi demander leur demander qui a fait quoi, et notamment pas dire qui a rédigé quoi, mais comment on a participé, on a contribué, notamment ben, les recherches bibliographiques qui ont pu être réalisées, par exemple, les synthèses d'informations qui ont été réalisées. Donc, pas de partir que sur le produit fini, mais également tout ce qui a permis de contribuer à la réalisation de ce produit. Mais là, ça va être très, très vaste. En fait, ça va dépendre aussi des objectifs plus spécifiques, parce que collaborer, c'est un objectif qui est très, très large, de se dire, ben voilà, est-ce qu'on souhaite que le groupe ait pu produire quelque chose ensemble, et puis ça peut être une forme de collaboration, ou est-ce qu'on veut voir le mécanisme de collaboration, et ce qui revient à dire ce que je mentionnais juste avant, sur des outils, ben, sur des critères plus spécifiques comme le partage du leadership, la co-construction de certains éléments, etc. Merci, merci beaucoup. Par rapport à la question de Céline, quelqu'un a partagé en distanciel, vous pouvez, je pense, l'adapter avec les outils de la digitale. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit le Padlet fonctionne bien. Mhm. Fonctionne bien. Alors, voilà. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'ai pas vues passer? Je pense avoir fait le tour. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, commentaires? Il nous reste encore quelques minutes si vous le souhaitez. Ah, je vois la main de Céline. Oui, Céline. Je suis fatiguante. Ben, en fait, là, j'aurais pu regarder, mais je zoomais sur mon écran, mais j'arrivais pas à voir. La licence, en fait, sous laquelle vous avez enregistré votre ouvrage, j'ai vu que c'était Creative Commons. Est-ce que vous permettez la modification avec partage à l'identique? Alors, je ne sais plus ce qu'on avait mis dedans, mais il me semble que oui. Dans le fond, ma question, c'est si jamais je veux l'utiliser avec les enseignants chez nous, est-ce que vous nous autorisez Oui, à, oui, tout à ou fait, oui. si le cas échéant, s'il y a des trucs à modifier, mais on s'entend que le vocabulaire est assez effectivement semblable à celui qu'on utilise, là. Il n'y a pas vraiment de... Oui, oui, on l'a laissé en accès modifiable en citant les sources. OK, excellent. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je pense non. OK, alors il y a des commentaires qui nous arrivent. Merci, vraiment intéressant. Euh, Super présentation, outils pertinents. Il y a pas mal de commentaires, c'est dans le clavardage. Euh, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je vais laisser personne de côté. Est-ce qu'il y a des mains levées? Non, non, non. Je vérifie un peu partout. Non, il n'y en a pas. Alors, moi, je profiterai pour mettre fin à la période, disons, au webinaire. Euh, un grand merci encore à M. Sylvestre pour la Merci présentation. beaucoup. Merci également aux participants et participantes qui étaient avec nous ce midi. Je vous invite à prendre quelques minutes. Marie-Ève l'a indiqué dans le clavardage. Je vous invite à prendre quelques minutes pour remplir un court formulaire, s'il vous plaît, d'appréciation, un court formulaire d'appréciation du webinaire dont le lien a été déposé dans le clavardage. Voilà. Un courriel vous sera transmis après le webinaire également pour vous inviter à le remplir. D'accord? L'enregistrement du webinaire sera diffusé sur le site de Pédagogie universitaire prochainement. Surveillez les médias sociaux de Pédagogie universitaire pour connaître notre programmation de l'hiver. Des sujets fort intéressants sont à venir. Le 23 mars prochain, nous accueillerons trois panélistes qui nous proposeront une réflexion et partageront leurs pratiques sur l'évaluation des apprentissages à l'ère de l'IAG. Le 16 avril,
Nous accueillons les professeurs Geneviève Belleville et Philippe Jackson de l'Université Laval qui proposeront une réflexion sur la manière dont la relation d'encadrement peut devenir un levier puissant pour développer les compétences en rédaction scientifique. L'inscription à ces événements est gratuite, mais obligatoire, s'il vous plaît. Marie-Ève a placé les liens dans le clavardage. Je pense, alors vérifiez dans le clavardage, s'il vous plaît. Alors, je vous dis belle fin de journée et merci encore pour votre participation. Merci infiniment à Monsieur Sylvestre. Merci infiniment. Merci à tous. À toutes. Merci beaucoup.